موضوع اليوم يخص مجال مهم وحساس وهو التخدير عند مرضى الكلى l'anesthésie en néphrologie. سيؤطر هذا التكوين بروفيسور بالقاسمي وبروفيسور جوهر. مرحب بكم وشكرا على تلبية الدعوة لتأطير هذا التكوين. بروفيسور بالقاسمي أعطيك الكلمة لبداية التكوين. إن شاء الله. شكرا. Merci beaucoup. إن شاء الله. Merci. Donc, salam alaikum. Je vais parler en français. Enfin, s'il y a quelque chose qui ne se comprend pas, je pourrais, Inch'Allah, traduire en arabe, il n'y a pas de souci. Comme elle a dit la collègue, on va parler l'anesthésie et le rein. Comme vous le savez, le médicament et le rein, tout passe par le rein. Donc, c'est l'organe qui doit être bien, qui doit être conservé, qui doit être... qu'on doit prévenir pour éviter les complications. C'est pour ça qu'avant que mon collègue, professeur Jawahar, parlera de ça, on est obligé de faire un rappel. C'est quoi la maladie rénale chronique? Qu'est-ce qu'on appelle aussi une insuffisance rénale chronique? Et un petit rappel, bien sûr, physiologique du rein. Normalement, vous avez fait ça durant votre formation, mais un rappel est toujours bien. Donc, je ferai les deux dans une même communication. Donc, je commencerai par un petit rappel. Donc, attendez. Ça ne passe pas. Sinon... Excusez-moi. Voilà. Voilà. Une seconde. Ah voilà, je pense que ça marche, mais je dois enlever ça. Oula, oula, oula. Une minute, désolée. Vous m'entendez? Oui, professeur, nous entendons. Oui, il y a eu un petit souci en passant les slides. Elle va m'arranger dans 2 secondes. Très bien. Parce que l'écran... D'accord. Voilà, pour passer, soi-disant, j'ai essayé d'utiliser ça pour passer les slides, mais finalement, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Elle dit la télécommande à la télé. Ah, d'accord. Oui. PPH. Ah, c'est bon, là, ça passe. C'est bon, C'est bon, ça passe. Okay. Tout à l'heure, c'est bugué.
D'accord, on reprend. Donc, je disais que la maladie rénale chronique, parce qu'on ne peut pas parler de l'anesthésie sans parler de la maladie rénale chronique, sans parler des pathologies du rein et du rappel physiologique, bien sûr, restreint. Donc, je disais, rappel anatomique, vous connaissez tous, en général, on a 2 reins. En général, il y a des gens qui vivent avec un seul rein, qui naissent avec un seul rein. Et on a une vascularisation aussi simple, une artère, une veine rénale, 2 uretères en général, une vessie et un urètre. Donc, vous avez bien compris, c'est comme un système mécanique. Donc, tout ce qu'on prend est filtré par ces 2 reins et après, on éjecte un petit peu les déchets par les reins. Là, c'est une petite vue macroscopique. Voilà, c'est pour voir un petit peu le rein. Il est petit, mais franchement, il est très compliqué. Il a beaucoup de missions. Il est très, très compliqué. Donc, vous voyez ici, on a la capsule, on a les pyramides de Malpighi qui sont la médulaire, et après, on a le pyélon et tout. Donc, là aussi, c'est une autre face, juste pour voir les vaisseaux. Là, c'est le bassinet, donc les pyramides donc, arrivent au niveau des calices et après ça se finit par le bassinet et l'urtère. C'est par là que passent les urines. Là aussi, on est obligé de passer par là. En fait, le rein lui-même, il n'est rien du tout. C'est le moteur essentiel, c'est le néphron. Le néphron, c'est grâce au néphron qu'on survit, qu'on est bien comme ça. Pratiquement chaque rein, on a jusqu'à 1 million de néphrons. Donc, ces néphrons, ils doivent être bien pour que notre système, notre homéostasie soit correcte. Donc, il y a beaucoup de solidarité entre les néphrons de nos reins. Qu'est-ce qui se passe? Quand un néphron est fatigué et agressé, quelle que soit l'agression, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est bon, il passe son pain cacheté, ça veut dire c'est bon, il n'est plus valable, c'est irréversible, il y a toujours l'autre néphron qui travaille à sa place. C'est pour ça que les maladies rénales sont des maladies silencieuses. Parce que jusqu'à ce que pratiquement 75 à 80% des néphrons soient détruits pour que le corps, la biologie et notre corps commencent à s'exprimer. C'est pour ça que on doit y aller, nous, à la prévention pour chercher tout ça. Donc, voilà le néphron. Donc, vous voyez, on a le glomérule et tout le tubule qui suit, où se fait la réabsorption. Donc, le glomérule, où se fait la filtration, et vient après tout le tubule proximal, anse de Henle, tubule distal, tubule collecteur, où se fait un peu le sur-mesure, réabsorption, sécrétion, et en fait, à la fin, l'urine définitive sera... elle va prendre juste les déchets dont on n'a pas besoin. Donc, le schéma à côté, c'est le corpuscule. En fait, c'est le glomérule lui-même. Vous voyez, il est minuscule, mais tout passe par lui. Donc, si on a un petit souci ici, on aura des problèmes. Donc, il suffit que ce glomérule, les capillaires à l'intérieur soient un petit peu modifiés, la membrane basale glomérulaire soit modifiée, soit altérée, quelle que soit la cause. On aura des protéines et généralement, on va avoir des patients qui se présentent pour des œdèmes, par exemple, quand il y a une protéinurie d'ordre néphrotique. Donc, finalement, c'est quoi que font nos reins, donc, qui gardent notre homéostasie? Ils font un travail d'excrétion. Ils font un travail de sécrétion hormonale. Donc, c'est un organe endocrine. Et ils régulent notre tension artérielle quotidienne. Donc, excréter quoi? On excrète, les reins excrètent les déchets de l'organisme. Donc, des fois, chacun parmi nous mange une alimentation variée, riche en sel, en glucose, en potassium. Des fois, on fait un peu des excès, par exemple. Et c'est grâce aux reins que l'équilibre est faisable. Ça veut dire le rein va essayer d'éliminer l'excès qu'on a pu lui donner. Il ne laissera que ce que dans le corps on a besoin. Et aussi, quand on exagère en protéines, il y a beaucoup de gens qui sont consommateurs de protéines animales, et donc qui dit protéines, dit créatinine aussi. Donc, on aura de la créatinine en excès un petit peu, mais grâce au bon fonctionnement du rein,
on n'aura pas une créatinine élevée dans notre sang. Ça veut dire on sera indemne de maladies rénales. Et aussi, l'eau aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire tout ce qui est hydroélectrolytique. On peut consommer une grande quantité, mais notre rein fera la part des choses. Il éliminera la quantité en excès, il nous laissera juste ce qu'il faut pour notre confort. On a dit le rein endocrine, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète une érythropoïétine. Il fabrique l'érythropoïétine et la sécrète pour que les globules rouges soient formés. Donc, c'est grâce à cette hormone qu'on ne fait pas de l'anémie. Donc, c'est vraiment une fonction importante. Bon, vous connaissez peut-être dans votre entourage ou bien vous avez fait pendant votre cursus cette pathologie. Donc, les gens qui ont un problème rénal, ils ont toujours une anémie. Et d'ailleurs, c'est parmi les signes. Des fois, un patient qui fait une anémie, il fait des consultations, différentes consultations, mais on ne lui trouve rien du tout. Donc, des fois, on fait un bilan rénal et malheureusement, c'est la maladie rénale, c'est l'insuffisance rénale qui lui a donné ça. Il y a aussi la rénine, elle est sécrétée aussi par le rein, qui est une hormone aussi responsable du système rénine-angiotensine, qui est important dans la régulation de la pression artérielle. Aussi, on a la deuxième hydroxylation de la vitamine D, donc, qui se fait grâce à l'enzyme alpha-hydroxylase qui est fabriquée aussi par le rein. Donc, sinon, si le rein donc, est malade, cette activation ne se fait pas. Donc, on aura de la vitamine D inactive, donc, qui ne sert à rien pour notre corps. Donc, la tension artérielle, donc, elle est régulée grâce au rein via le système rénine-angiotensine et la réabsorption de sel et d'eau par les reins. Donc là, j'ai vraiment fait un résumé pour que les messages soient un petit peu compris. Donc, cette régulation, deux mots, de la pression artérielle, donc, c'est grâce à la filtration glomérulaire qui est dépendante de la pression artérielle et c'est grâce à la régulation par le système rénine-angiotensine et la régulation par le facteur atrial natriurétique qui est sécrété par le cœur. Et on a aussi le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique. Vous voyez, donc tout se passe au niveau des cellules tubulaires. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ça, c'est clair. La régulation de l'équilibre acido-basique aussi. Donc, on peut faire des infections, on peut faire des complications, que ce soit acidose, que ce soit alcalose, quelle que soit l'origine. Je ne vais pas expliquer ça. Donc, l'origine... l'étiologie, quelle que soit l'étiologie. Donc, le premier qui se défend en général, c'est le rein. C'est grâce à lui que des fois, on n'a pas besoin des traitements, des thérapeutiques un peu compliqués pour régler soit une acidose ou bien une alcalose. Et on a aussi élimination du produit de métabolisme. Ça veut dire on a élimination des produits hydrosolubles. Par exemple, on a élimination de la charge azotée issue des protéines. C'est ce qu'on fait comme analyse urée-créatinine. Et les produits issus de la dégradation des acides nucléiques, qui sont l'acide urique, et les substances exogènes, médicaments et toxiques. Donc, vous avez bien compris un petit peu le bilan qu'on fait pour explorer ce rein. Donc, après le bref rappel donc, physiologique, après, on aura une discussion, je ne voulais pas tout vous donner, mais durant la discussion, vous pouvez poser vos questions et je vous répondrai sans problème. Donc, je passerai directement à l'insuffisance rénale chronique. Actuellement, on ne parle plus d'insuffisance rénale chronique. Vous avez bien remarqué mon titre. J'ai parlé de maladie rénale chronique. Donc, on ne parle plus d'insuffisance rénale chronique. La maladie rénale chronique, on a et la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique, c'est une classification qu'on va voir maintenant. Donc, les objectifs que je souhaite transmettre, c'est de savoir définir le stade d'une maladie rénale chronique, connaître les facteurs de progression de ces maladies rénales chroniques, les mesures en résumé vraiment de thérapeutique adaptée. On doit connaître les complications des maladies rénales chroniques pour pouvoir les gérer. Expliquer les modalités des traitements de suppléance de l'insuffisance rénale terminale, juste pour les savoir, mais je ne vais pas les détailler. Donc, j'ai bien parlé maladie rénale chronique, insuffisance rénale chronique, c'est deux choses pratiquement différentes. L'insuffisance rénale chronique, c'est une pathologie complexe, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Elle associe une morbimortalité non négligeable, ainsi qu'une altération donc, de la qualité de vie.
La maladie rénale chronique est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant et est associé à une morbidité importante. Cette maladie peut demeurer longtemps silencieuse. C'est ça son danger. Le diagnostic doit être précoce afin d'instaurer une prise en charge adaptée et de retarder l'évolution vers le stade terminal et l'apparition de complications. Donc, maladie rénale chronique, c'est quoi? Si la présence pendant le temps est important, donc pendant plus de 3 mois, on doit avoir un marqueur d'atteinte rénale et ou une insuffisance rénale chronique. Qui dit donc insuffisance rénale chronique, c'est le débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute pour 1,73 m². Donc, c'est une diminution irréversible. On doit bien sûr, dans le temps, durant ces 3 mois, confirmer que c'est vraiment chronique. Donc, si c'est inférieur à 3 mois, on n'a pas le droit de parler d'une insuffisance rénale ou bien d'une maladie rénale chronique. Maladie rénale chronique, donc j'ai dit les marqueurs d'atteinte rénale qu'on va voir ici. Donc, les critères, en fait, c'est au moins un critère plus de 3 mois. C'est les critères, en fait, les marqueurs d'atteinte rénale. Donc, il suffit d'avoir une albuminurie, par exemple. Il suffit d'avoir une anomalie du sédiment urinaire. Il suffit d'avoir un trouble électrolytique et autres anomalies, mais secondaires à un problème rénal. Généralement, c'est un problème tubulaire. Il suffit d'avoir un patient qui est connu, il a fait une protéinurie, une hématurie, et chez lequel on a fait une biopsie rénale, on a étiqueté une pathologie histologique rénale. Donc, c'est un malade qui a une maladie rénale chronique, même si la créatinine est normale. Ça veut dire le DFG est normal. Ou bien une anomalie de l'appareil carrément urinaire, que ce soit les reins, s'ils sont porteurs de kystes, s'ils sont porteurs d'une anomalie de jonction, s'il y a un reflux, même si, je disais bien, la fonction rénale est correcte. Ou bien un malade qui a été déjà transplanté. Donc tout ça, c'est des malades qui ont une maladie rénale chronique, même si la fonction rénale est normale. Donc, pour dire qu'il y a une insuffisance par contre rénale, le DFG doit être inférieur à 60 ml par minute. Donc, la maladie rénale chronique, pourquoi on en parle? Entre 8 et 16% de la population mondiale. Ça veut dire 800 millions de personnes dans le monde, mais parmi elles, seulement 2 millions sont dialysées, représentant uniquement 10% des besoins en dialyse couverts. Donc, il y a bien dans pas mal de pays dans le monde des patients qui ne sont pas dialysés. Donc, vous voyez un petit peu la lourdeur. Ça veut dire qu'on doit vraiment intervenir avant pour éviter d'arriver à l'insuffisance rénale et la dialyse. Les facteurs de risque de maladie rénale chronique, ils sont très bien connus. Les premiers, c'est l'hypertension, c'est le diabète. Puis vient la dyslipidémie et le tabagisme chez le sujet âgé. Donc, vous voyez bien, c'est comme les facteurs de risque cardiaque. C'est pour ça que maintenant, on dit que déjà la maladie rénale chronique, déjà en elle-même, est un facteur de risque cardiovasculaire. Les facteurs environnementaux, c'est des facteurs socio-économiques, exposition à des substances néphrotoxiques. Vous avez bien compris, néphrotoxiques, toutes sortes de médicaments, toutes sortes de produits qui sera toxiques pour le rein. Donc là, c'est la classification. Donc c'est maintenant on travaille comme ça, on ne travaille plus avec la classification seule. Donc ici, à côté, on a le DFG, c'est la vraie classification qui est le G1, G2, G3A, G3B, G4, G5. Là, on calcule le DFG. G1, c'est supérieur ou égal à 90, donc vous allez dire c'est un rein qui est normal, exactement. G2, c'est un rein aussi qui travaille normalement parce qu'on a le débit qui est supérieur à 60, mais on les a classés G1, G2 parce qu'ils ont un problème rénal, que ce soit albuminurie, que ce soit hématurie, que ce soit des kystes, que ce soit une malformation de l'appareil urinaire, d'accord? Et arrivé au stade 3, c'est une insuffisance rénale. On a le droit de dire insuffisance rénale quand je calcule un DFG inférieur à 60 ml. Donc, on a le G3A actuellement, c'est la nouvelle classification. Ils ont scindé le 3 en deux. Donc, 3A et 3B. 3A légèrement méchant un petit peu, modérément abaissé, entre 45 et 59 ml par minute pour 1,73 m². Le G3B, c'est un petit peu plus grave, c'est entre 30 et 40. Après vient G4,
le stade G4, 15-29, c'est un peu sévère, c'est sévère. Et le G5, c'est le terminal. Il faut présenter le malade pour épuration extra-rénale. Vous avez bien remarqué à côté, ils ont collé la classification de l'albuminurie. C'est le rapport albumine sur créatinine, c'est ce qu'on appelle actuellement l'ACR. Donc, on doit vraiment travailler avec ce tableau. Je ne vais pas vous détailler en fait pourquoi les dernières recommandations de suivi de la progression de la maladie rénale travaillent comme ça. Vous avez bien remarqué, il y a des cases, des vertes, jaunes, marron, un rouge un peu clair et le rouge foncé. Tout ça, ça nous aide, ça aide le praticien en général, ça aide le praticien à travailler comment gérer ces malades chroniques. Donc là, si le patient, on l'a étiqueté, classé G1 par exemple, et il est au stade de A1, ça veut dire qu'on a une albuminurie sur créatinurie inférieure à 30 mg par gramme, j'ai le droit de donner un rendez-vous une fois par année. D'accord? Donc, je ne vais pas le harceler et je ne vais pas encombrer la consultation avec ce genre de patient. Et idem aussi pour si jamais il est A2 et qu'il est G1, c'est la même chose, on doit le voir une fois aussi par année. Donc, c'est en fonction de la gravité de la couleur, donc on classe par-ci et par albuminurie. Et je peux dire, par exemple, ici, rouge foncé, c'est un cas grave. Je dois le voir plus de 4 fois par année. Donc, c'est comme ça qu'on gère maintenant plus facilement les patients. Donc, c'est une classification très, très importante à connaître. Les étiologies, c'est vraiment bien résumé ici, vous avez bien compris, c'est l'hypertension et c'est le diabète, donc qui représentent en eux-mêmes 60% des pathologies en général, et puis après viennent les infections, les causes génétiques, les maladies auto-immunes, quelle que soit la maladie auto-immune, les causes toxiques, c'est toutes sortes de médicaments en général et bien sûr les plantes médicinales qui sont à la mode actuellement, les drogues bien sûr et les facteurs environnementaux, à savoir les pesticides. Et aussi les causes urologiques, donc vous avez bien vu, donc tout ça, infections génétiques, auto-immunes, toxiques, urologiques, néoplasiques, ce n'est que 40%. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour éviter cette maladie rénale chronique, rien qu'en dépistant les gens qui ont une HTA, un diabète, en les dépistant avant le stade vraiment de complications et en les traitant correctement, on va éviter, imaginez, 60% de maladies rénales chroniques, c'est énorme. Donc, là, je passerai un petit peu à la physiopathologie. Donc, j'ai vraiment résumé en une slide notre physiopathologie. Vous avez bien compris, j'ai parlé au début, pour ne pas trop lire ce que j'ai écrit. Au début, on a dit la fonction du rein, c'est quoi? C'est l'excrétion, c'est l'équilibre hydroélectrolytique, équilibre acide-base, équilibre de la tension artérielle, c'est grâce au rein donc on n'a pas d'anémie, donc fabrication d'érythropoïétine, l'activation de la vitamine D pour qu'elle soit active et tout. Donc vous avez bien remarqué tout ça. Dès que le rein est malade, donc tout ça est perturbé. On va avoir des malades qui feront des acidoses, on va avoir des malades qui feront une HTA1, on va avoir des malades qui feront une anémie, normoxytère, normochrome. On va avoir des malades qui vont avoir un problème de calcium et de phosphore parce qu'on n'a pas de vitamine D active. Ça va être des malades qui feront des hypocalcémies, des hyperphosphorémies. Et si on ne les traite pas, on n'équilibre pas, on ne donne pas ce qu'il faut à temps, on aura de l'hyperparathyroïdie qui est une maladie qui attaque les os. Donc, on va avoir des malades qui vont se déformer complètement. Donc, c'est ça. Et tout ça, comment il se fait sur le plan physiopathologique? On en a parlé du néphron. On en a 1 million par an à peu près. Après, ça dépend de la corpulence de chacun. Il y a des patients qui sont gros, grands et tout, l'angéline et tout, donc peut-être ils vont avoir plus de néphrons. Il y a les gens petits, chétifs et tout, ils vont avoir moins de néphrons. Donc, il n'y a pas un chiffre exact, mais toujours on dit en général. En général, c'est 1 million. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand un néphron souffre, quelle que soit la cause, infection, quelqu'un qui prend des médicaments néphrotoxiques,
quelqu'un qui est, voilà, quelle que soit la cause, ce néphron, quand il souffre, il meurt, il devient pas cacheté, il devient fibrosé, d'accord? C'est ce qu'on appelle le glomérule, il devient sclérosé, donc il sera plus efficace. Donc, un autre néphron travaillera à sa place. Donc, généralement, sur le plan physiopathologique, quand est-ce que j'aurai, sur le plan histologique, une apparence? C'est quand cette glomérulosclérose, c'est-à-dire le glomérule du néphron, le 80% sont bousillés, sont complètement sclérosés. Donc, sur le plan physiopathe, donc j'aurai une glomérulosclérose, une sclérose du glomérule. Et j'aurai tous les vaisseaux qui seront sclérosés, ce qu'on appelle artériosclérose. Et j'aurai l'interstitium qui sera fibrosé et les tubules qui seront atrophiés. Et tout ça, donc c'est ce qu'on appelle fibrose interstitielle, atrophée, tubulaire aussi. Donc, tout ça a été, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on a un phénomène d'adaptation. C'est bon, c'est pas bon. C'est bon parce que la personne arrive à tenir le coup pendant une période. C'est pas bon parce qu'on ne peut pas intervenir, c'est silencieux. Donc, sur le plan physiopathe, c'est un phénomène adaptatif. C'est pour ça que si on ne dépiste pas, on aura tous les autres problèmes, HTA et protéinurie, dyslipidémie et tout ce que vous voulez comme pathologie, vous allez l'avoir comme complication sur le plan retard de diagnostic. Donc là, c'est le schéma. Donc on a ici le rein normal. Dès qu'on a de la fibrose, l'artériosclérose et tout, vous voyez comment il devient le rein complètement fibrosé ici au numéro 3. Il devient complètement fibrosé. Donc ici, même si on nous envoie un patient à ce stade, on n'a rien à lui faire parce que c'est de la fibrose, aucun diagnostic à donner. La prise en charge diagnostique, ce qu'on fait en général, on doit estimer la fonction rénale pour aider un patient, pour donner un médicament, pour faire une anesthésie, que mon collègue va vous détailler très bientôt. Donc, on doit estimer la fonction rénale. Bien sûr, on l'estime, on ne calcule pas la fonction rénale réelle sur le terrain. Donc, comment on l'estime? Il y a des formules. C'est la formule CKD-IP, MDRD, anciennement Cocortegold. On a travaillé beaucoup avec Cocortegold, donc on doit vraiment citer. Actuellement sur terrain, elle est abandonnée, mais on doit la citer. CKD-IP, MDRD, en fait, l'une ou l'autre, comme on fait, si j'ai la créatinine mesurée, en fait, calculée avec la méthode enzymatique, donc j'utilise la formule CKD-IP. Et si j'ai la créatinine plutôt calculée par une méthode colorimétrique de Jaffe, c'est l'ancienne méthode, la plupart de nos labos nous donnent le résultat de la créatinine dosée avec cette méthode de colorimétrique. Donc, je dois calculer avec la formule MDRD. C'est des formules que tout le monde on a dans le smartphone, donc on ne peut pas les apprendre, elles sont compliquées, c'est des formules mathématiques très compliquées. Donc, ça a été intégré dans nos smartphones, on les cherche sur Internet. Et on donne les données du patient en fonction de l'âge, l'ethnie, le sexe. Vous donnez la créatinine, il vous donne la formule. Donc, c'est une estimation, c'est à peu près, voilà, la fonction rénale de notre patient, elle est à temps. Pour pouvoir travailler par la suite, donner les médicaments, donner les traitements en fonction de cette estimation. Sinon, on ne peut pas travailler. Je vous ai montré le schéma tout à l'heure, le tableau, comment on classe. C'est en fonction donc des stades et de l'albuminurie pour donner une conduite à tenir. Donc, c'est franchement bien codifié actuellement. Cependant, il faut connaître qu'il y a des facteurs qui influencent cette créatinine et donc qui sont indépendants du DFG. Ça veut dire que je ne peux pas appliquer ces formules pour tout le monde. Si j'ai un patient qui est malnutri, un patient qui est amputé, un patient qui a une maladie neuromusculaire, donc avec une atrophie musculaire, un malade qui a une atteinte du système nerveux central, je n'ai pas le droit d'appliquer ces formules. D'accord? Si j'ai une insuffisance cardiaque sévère, une cirrhose, pour les malades africains subsahariens aussi, apparemment les CKD-IP, ça ne marche pas avec eux. Les malades qui prennent des médicaments, donc je dois vraiment prendre en considération que ça touche un peu la créatinine. Donc je dois vraiment faire un bon interrogatoire avant d'y aller comme ça bêtement calculer mon DFG. Voilà, en résumé aussi, la classification de l'albuminurie qui a été collée tout à l'heure au tableau, juste pour, je l'ai séparé pour que ça reste un petit peu dans votre tête. L'albuminurie, en fait,
c'est un ennemi du cardiologue et du néphrologue. Pourquoi? C'est un facteur de risque bien établi de la maladie cardiovasculaire et bien sûr, et de la progression de la maladie rénale chronique. Donc, vous voyez bien, on peut sauver la personne rien qu'en faisant une bandelette urinaire. C'est très facile. C'est pas du tout compliqué. Tout médecin, tout personnel paramédical toute personne du domaine médical peut conseiller à son parent, à ses malades, à son entourage de faire quand même une prévention en calculant déjà l'albuminurie. Vous voyez bien, rien que même si j'ai une albuminurie minime, que les gens négligent, ils vous disent c'est rien et tout, déjà, même quand elle est inférieure à 30, déjà c'est un facteur de risque cardiaque important. Donc, en même temps, si on n'intervient pas, ça va interférer dans la progression de la maladie rénale chronique. Ça veut dire que la maladie rénale chronique va avancer rapidement. On la calcule comment? Donc, on fait une bandelette urinaire et après, on doit faire les calculs soit de 24 heures pour avoir la quantité ou bien carrément le ratio ACR, ça veut dire ratio albumine sur créatinine dans les urines sur un spot urinaire du matin. C'est presque comme un ECBI. Donc, elle permet en association au DFG de faire une meilleure prédiction du risque de développer une insuffisance rénale terminale et donc la meilleure prise en charge sera vraiment en fonction de ça. C'est très facile à travailler, à chercher. Donc ici, les symptômes cliniques de la maladie rénale chronique, vous voyez bien, en fonction des stades, qu'on développe des choses et les gens ne font pas attention. Donc vous voyez déjà au stade de 1 et 2, donc on a les reins qui travaillent normalement, mais j'ai quelque chose, ça veut dire le patient soit une albuminurie, soit une maladie rénale suivie en néphrologie ou non, des kystes rénaux, maladie de jonction de l'appareil carrément anatomique et tout, l'essentiel, il est classé G1, G2. Voilà. Déjà, regardez, notre malade va commencer déjà à faire des petits symptômes qui sont négligés par tout le monde, des troubles de sommeil, et de temps en temps un œdème facial et de temps en temps un œdème périphérique. Donc le patient, il va jamais imaginer, et même pas le médecin. Donc on doit vraiment faire de la prévention pour y penser. Déjà au G3, quel que soit G1 ou G2, regardez les symptômes, c'est vraiment, on ne peut pas les coller au rein. C'est un patient qui peut être anxieux, c'est des patients qui peuvent être dépressifs, on peut avoir des œdèmes, on peut avoir des constipations. Donc, ça n'oriente vraiment pas vers le rein. Si on ne part pas, nous, à faire une exploration, à faire de la prévention, à faire une bandelette, à faire un bilan rénal, à chercher la chose, donc on peut envoyer un malade en psychiatrie, par exemple. Il est anxieux, il est dépressif, il est constipé, on l'envoie en gastro. Donc, franchement, ça nous oriente vraiment pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Et quand on est au stade 4, vous voyez, c'est un malade qui peut être fatigué, des crampes, des troubles cognitifs, nausées, vomissements, mais ça n'oriente pas quand même les gens à orienter le patient en néphrologie et de faire un bilan rénal. Et bien sûr, au stade terminal, c'est flagrant. C'est des patients qui feront des problèmes, des symptômes cardio, des problèmes pulmonaires, gastro-intestinaux. Tous les organes seront touchés à ce stade. Et généralement, ils vont atterrir aux urgences et quand on fait un bilan d'urgence, malheureusement, c'est trop tard parce que c'est une insuffisance rénale terminale, on n'y peut rien. Il va juste dialyser. Donc, ce qu'on doit faire, nous, on doit dépister. Et comment on dépiste? On fait une bonne anamnèse, un bon examen clinique, des examens complémentaires minimes, ne serait-ce qu'une une bandelette urinaire déjà. Après, je quantifie s'il y a de l'albumine. Je calcule mon bilan rénal, ma créatinine, j'explore un petit peu la classification pour pouvoir le suivre. Et dans l'interrogatoire, je vais chercher les comorbidités. Est-ce qu'il y a une maladie rénale familiale? Est-ce que le malade est suivi déjà pour HTA ou bien on doit faire une MAPA pour découvrir cet HTA? On doit demander des bilans pour découvrir un diabète, pour l'équilibrer. Et s'il a une protéinurie d'emblée, je peux y aller à chercher d'autres maladies, par exemple les maladies auto-immunes. Sur le terrain, on a diagnostiqué des lupus, par exemple, rien que pour une protéinurie. On a diagnostiqué des vascularites, rien que pour une protéinurie, une hématurie. On a diagnostiqué des hépatites.
On a diagnostiqué des myélomes, donc c'est vaste. Donc, il ne faut pas hésiter à explorer au sens large. Donc, c'est un tableau qui résume l'évaluation. Et quand est-ce qu'on doit adresser chez le néphrologue? Dès que le DFG est un peu perturbé, et si jamais on le suit, parce que si on s'amuse à envoyer tous les patients chez le néphrologue, impossible, ils vont avoir des rendez-vous annuels. On ne pourra pas gérer tous les problèmes, tous les gens qui ont un petit problème rénal. On peut donner un avis, mais après, tout médecin peut suivre ce genre de patients. Mais par contre, quand on est devant une impasse, on peut quand même orienter chez le néphrologue pour qu'il nous guide pour ce qu'il faut faire et après on récupère le patient. Donc, si j'ai un patient qui aggrave rapidement son DFG à plus de 5 ml par minute par an, je dois demander l'avis du néphrologue. D'accord? Sinon, il faut respecter à partir de 40 ans, sur le plan physiologique, à partir de 40 ans, on perd tous, même si on n'est pas malade, même si on n'a rien du tout comme pathologie, et tout, on perd tous 1 millilitre par minute par année. Ça veut dire ça, c'est physiologique. Ça veut dire il faut respecter. Quand on fait le DFG, quand on estime avec les stades, on doit donc toujours regarder l'âge. On ne doit pas interpréter une créatinine comme ça, comme on veut. Toujours l'âge du patient. Et on doit faire une albuminurie plutôt. Si elle est très importante, on doit l'orienter chez le néphrologue pour qu'il explore, pour qu'il fasse une biopsie rénale et pour qu'il faire une étiquette étiologique, sauf si le malade est diabétique. Si jamais on découvre une albuminurie chez un diabétique, on doit d'abord demander est-ce que le diabète il est équilibré, parce que des fois, il suffit d'avoir un diabète après équilibré, de changer la thérapeutique et l'albuminurie disparaît. Des fois, c'est un patient, les diabétiques, on les connaît tous, ils sont asymptomatiques. Ils peuvent faire une infection urinaire qui passera inaperçue et si elle n'est pas traitée, le patient va garder l'albuminurie. Aussi, une hématurie. Une hématurie, si on ne la cherche pas, on ne peut pas la trouver, sauf si le malade fait une hématurie macroscopique. Si elle est microscopique, ce n'est pas évident de la trouver. Donc, s'il fait une macroscopique, il consulte. Donc là, on est obligé de l'orienter aussi chez le néphrologue. Et aussi, quand un malade il est suivi pour une maladie rénale chronique et qu'on se croise avec une HTA qui est difficile à équilibrer, une hyperparathyroïdie secondaire, j'ai bien dit tout à l'heure, on a un problème de vitamine D d'activation, quand on a un problème de suffisance rénale. Et si on ne traite pas à temps, on aura une hyperparathyroïdie secondaire, une anémie sans carence martiale, on aura une acidose métabolique, on aura une hypercalémie, voire hypocalémie si l'origine est une tubulopathie. Donc, on doit avoir un avis du néphrologue pour nous aider pour la conduite à tenir. Voilà, si jamais aussi une lithiase qui est récidivante, parce qu'on a tous le droit de faire une lithiase de temps en temps, parce qu'on n'urine pas à temps, parce qu'on n'a pas bu de l'eau, parce que et tout. Mais si jamais les gens font des lithiases à répétition, il faut faire une enquête étiologique, chercher pourquoi. Donc là, c'est un petit tableau pour voir comment on fait, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est ce que j'ai... vous m'entendez? S'il vous plaît, normalement, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, professeur. Ah, très bien, parce que j'ai eu peur, je n'ai pas eu de retour, je me suis dit que je parle toute seule. Très bien, ok. Donc là, c'est un petit algorithme pour un petit peu savoir quel genre de dépistage on fait et chez qui. Donc généralement, on dépiste si quelqu'un est hypertendu ou bien diabétique, on doit dépister une fois par année minimum. Donc, s'il n'y a pas d'atteinte rénale, donc on est à l'aise, on laisse le patient tranquille.
S'il y a une valeur de créatinine, protéinurie, albuminurie antérieure et qu'elle est normale, on le laisse tranquille aussi, on le revoit à l'aise. Mais si c'est pathologique dans les 3 mois passés, ça veut dire qu'il a une maladie rénale chronique qu'il faut explorer dans le but diagnostic et thérapeutique. Donc, la prise en charge, généralement, comment elle se fait? On doit traiter la maladie qui a causé l'insuffisance rénale ou bien la maladie rénale chronique. Il y a toujours une cause. Et l'idéal, c'est de faire de la prévention. Et aussi, quand on a le patient, il consulte, c'est trop tard, on n'y peut rien, il vient avec des complications. Donc, on doit les gérer avant que ce soit irréversible. Parce que les complications, vous avez bien vu, nos reins agissent sur l'homéostasie. Donc, dès qu'il y a un problème rénal, donc tous nos organes vont être défaillants après. Et bien sûr, notre rôle, c'est quoi? C'est de ralentir la progression de cette maladie rénale chronique. Et bien sûr, contrôler d'abord des facteurs, c'est le fait de contrôler la progression, de ralentir, ça veut dire on a contrôlé les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est l'équivalence, d'accord? Un patient avec une maladie rénale chronique, il est considéré comme un très haut risque cardiovasculaire dès le stade 3 et indépendamment des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Ça veut dire, dès qu'on étiquette la maladie rénale chronique chez un patient, vous voyez, même s'il n'est pas en insuffisance rénale chronique, même s'il a juste une albuminurie, c'est un malade déjà à risque cardiovasculaire. On a suivi pas mal de patients qui sont en stade d'insuffisance rénale chronique, qui décèdent avant même d'arriver en dialyse. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher ce genre de patients, il faut intervenir partout, dans tous les facteurs, toutes les complications. C'est comme ça qu'on va freiner cette progression de la maladie rénale chronique et c'est comme ça qu'on va soulager le cœur du patient. Donc ici, il y a beaucoup de choses. C'est un petit résumé que j'ai jugé important. Comment on ralentit cette progression de la maladie rénale chronique. Donc, bien sûr, vous avez tous entendu, on demande un régime pour le patient. Donc, c'est la base. C'est d'abord des mesures hygiéno-diététiques. On demande au patient d'arrêter le tabac et d'encourager l'activité physique et surtout l'alimentation. Il ne doit pas être dénutri et il ne doit pas exagérer aussi en mangeant les protéines et tout. On ne doit pas lui interdire et on ne doit pas lui accorder l'excès. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on doit le voir déjà à la première consultation pour stadifier sa maladie. Parce que le régime dépend du stade. On ne donne pas un régime pour tout malade qui a une insuffisance ou bien une maladie rénale chronique. C'est en fonction des stades. C'est pour ça qu'on doit toujours estimer le stade de la fonction rénale. On doit estimer le débit de filtration glomérulaire. Donc, par exemple, si au stade 4 et 5, on peut donner 0,8 g par kilo de protéines. Et s'il est au stade moins avancé, il a le droit de manger 1,3 g par kilo par jour. Donc, tout dépend du stade. On ne peut pas interdire des fruits riches en potassium. Un stade 2, par exemple, un stade 1, un stade 3 pour les malades. Chose que font pas mal de collègues, même pas, c'est tout le monde maintenant qui se met, voilà, dès qu'il y a un problème rénal, on leur donne d'emblée le régime à domicile déjà. Des fois, on reçoit des patients dénutris, très difficiles à récupérer. Donc, voilà, il faut encourager donc ce régime, ces mesures hygiéno-diététiques. On doit équilibrer forcément l'HTA. Donc, on a bien compris tout à l'heure, si l'HTA est résistante, on est obligé de l'adresser chez le néphrologue. Le diabète aussi, actuellement, Dieu merci, il y a beaucoup de nouveautés pour les diabétiques. Pour équilibrer surtout le diabète de type 2, on le connaît, c'est le diabète de type 2 qui est l'apanage de néphropathie diabétique.
Recording in progress. Pour ne pas aggraver son problème. Là, c'est le résumé que j'ai dit maintenant. Conclusion, la maladie rénale chronique, c'est la présence d'une anomalie fonctionnelle ou sur la santé de la personne. Mais le patient a haut risque cardiovasculaire et le dépistage et la prise en charge adéquate de cette maladie rénale chronique constituent un enjeu de santé publique important afin de diminuer la morbimortalité et les coûts de la santé. Le traitement optimal des maladies sous-jacentes, les mesures régionodététiques, le blocage du système rénine-angiotensine, ainsi que les ISGLT2 actuellement, donc dans le cadre de néphroprotection, ont vraiment démontré leurs bénéfices à la fois sur le cœur et sur le rein. La prise en charge donc est multidisciplinaire et nécessite un suivi spécialisé si la cause de l'atteinte rénale n'est pas claire, en cas de protéinurie importante, en cas de déclin rapide de la fonction rénale et en cas de stade 3B pour favoriser la bonne préparation en méthode de suppléance de l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc là, je n'ai pas continué, mais je vais quand même vous dire deux mots par rapport aux méthodes de suppléance de cette insuffisance. Le malade est arrivé au stade terminal, on ne peut pas l'abandonner, donc il est pris en charge et on peut lui faire de l'hémodialyse comme méthode de suppléance, on peut lui faire la dialyse péritonéale et on peut lui proposer carrément la transplantation rénale avant même de dialyser. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je pense on va passer la main à mon collègue et après on va faire la discussion, ou bien si vous souhaitez faire la discussion, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites. Voilà. Donc, merci, professeur. À la fin de la formation de la discussion. c'est très bien. Donc, ce sera mon collègue qui va... OK. On passe la parole à professeur Johar. OK, merci. Merci. Professeur Johar. Oui, je suis là, bonjour.